Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, sommaire de l'actualité. En Côte d'Ivoire, le FPI ira aux élections. Le PDCI, lui, ne s'est pas encore prononcé. Les divergences se poursuivent entre pouvoir et opposition. Le dialogue pour décrypter le climat politique a été suspendu fin décembre sans qu'un accord soit conclu. Vœu du Nouvel An, le bilan de la situation sanitaire liée au Covid-19 au cœur de l'allocution du président sud-africain Cyril Ramaphosa. L'Afrique du Sud compte plus d'1 million de cas recensés depuis le début de la pandémie et près de 30 000 décès. Du sport également dans l'actualité. Après le match Cameroun-Ouganda, place à la rencontre au Niger-Zambie, match qui entre dans le cadre du mini-tournoi du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations. Le bras de fer se poursuit en Côte d'Ivoire entre pouvoir et opposition. Les désaccords concernent la libération des leaders politiques emprisonnés après le scrutin présidentiel d'octobre et la recomposition de la commission électorale. Des revendications formulées notamment par le PDCI, le parti d'Henri Konan Bédié, qui ne s'est pas encore prononcé sur sa participation ou non aux prochaines élections législatives. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Vers le maintien de la pression de l'opposition sur le pouvoir en Côte d'Ivoire. L'ex-président de la République, Henri Konan Bédié, président du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le principal parti de l'opposition, continue de fustiger le pouvoir en place. Il reproche au chef de l'État, Alassane Ouattara, de ne pas avoir réalisé l'objectif de l'émergence en 2020. Henri Konan Bédié réaffirme les conditions de l'opposition pour la reprise du dialogue amorcé avec le gouvernement. Nous voulons une nation ivoirienne, démocratique, humaniste et solidaire. En tant que démocrate, nous n'allons pas renoncer. Je profite de l'occasion pour rendre hommage à tous ces jeunes, femmes et hommes qui sont tombés au combat, les mains nues. La nation n'oubliera jamais ces martyrs. Quant aux détenus politiques, civils et militaires, nous exigeons sans condition leur libération pour faciliter le dialogue national inclusif que j'ai préconisé au nom de l'ensemble de l'opposition ivoirienne. Le chef de l'opposition ivoirienne critique également la gestion économique et sociale du pouvoir face à la pandémie du Covid-19 qui a eu un impact négatif sur la vie des Ivoiriens. Le plan de sauvetage initié par le gouvernement n'a été en réalité qu'une simple annonce sans effet. En conséquence, les petites et moyennes entreprises, ainsi que le secteur informel et le monde rural, sont plongés dans un naufrage sans nom. En rappel, l'opposition ivoirienne a boycotté le scrutin du 31 octobre 2020 qui a vu la réélection du président Alassane Ouattara. L'opposition signale sa volonté de participer aux élections législatives du 6 mars 2021. A noter que d'ici là, l'opposition devrait être renforcée par le retour annoncé en Côte d'Ivoire de l'ex-président Laurent Gbagbo. En Afrique du Sud, lors de son intervention télévisée pour présenter ses vœux à la nation, le chef de l'État Cyril Ramaphosa a fait part de son espoir pour 2021 tout en énumérant plusieurs de ses priorités pour l'année qui s'ouvre, au premier rang desquelles la lutte contre la crise sanitaire liée au coronavirus. L'Afrique du Sud, pays le plus endeuillé du continent africain avec plus d'1 million de cas recensés depuis le début de la pandémie et près de 30 000 décès. Nathalie Mo. Une nouvelle année sous le signe de la santé. C'est le souhait du président Cyril Ramaphosa pour l'Afrique du Sud en 2021. Le chef d'État de la nation arc-en-ciel a intitulé son discours du Nouvel An « Discussion de famille » du fait de la situation sociale préoccupante dans le pays en raison de la pandémie de Covid-19 qui fragilise le système sanitaire national. Après avoir pris des mesures très sévère de façon martiale pour lutter contre cette pandémie, il se devait de se montrer conciliant, de prendre un ton familial, un ton paternel pour rassurer la population sud-africaine. Comme qui dirait, il a à la fois manié le bâton et la carotte.
Loin de mettre un accent exclusif sur la pandémie de Covid-19, le président Ramaphosa a relevé l'accélération de la violence en Afrique du Sud. Il a également salué la persévérance du personnel sanitaire, des forces de l'ordre, des enseignants et des hommes d'affaires confrontés aux méfaits du Covid-19. Le dirigeant sud-africain a appelé les populations à plus de responsabilités pour protéger ces travailleurs et leur secteur d'activité. Ce n'est pas qu'une affaire des dirigeants qui doivent imposer des mesures verticales, mais c'est aussi une affaire de responsabilité horizontale de la population pour enfin mettre dans la main dirigeants et population arriver à juguler la pandémie. Le discours de Nouvel An du président Cyril Ramaphosa a été empreint de réalisme face à la situation sanitaire et économique dans le pays. Cependant, il a marqué son propos d'une lueur d'espoir avec la découverte d'un vaccin contre le Covid-19. L'année à venir sera difficile. Nous sommes au milieu d'une deuxième vague de coronavirus qui pourrait même être bien pire que la première. Nous sommes encouragés par le prochain vaccin et nous sommes conscients qu'il faudra du temps avant la fin de la pandémie. Plus d'1 million de personnes ont contracté le Covid-19 depuis le début de la pandémie, tandis que plus de 28 000 sont décédés en Afrique du Sud en 2020. Au 1er janvier 2021, le pays a enregistré 17 000 nouveaux cas et 500 décès. Plus de 6 milliards de francs CFA, c'est le montant du prêt que la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO accorde à l'État ivoirien, un fonds destiné à soutenir les petites et moyennes entreprises qui œuvrent notamment dans le domaine de l'agriculture. Trouver des financements, un réel problème pour les petites et moyennes entreprises. En Côte d'Ivoire, dans un secteur bancaire inadapté, ces sociétés sont en grande difficulté. La moitié des PME disparaissent à peine 2 ans après leur lancement. Si l'Afrique n'est responsable que de 3,8% des émissions totales de gaz à effet de serre, il subit de plein fouet les effets dévastateurs du changement climatique. Mais difficile pour le continent de prendre le virage vers les énergies renouvelables à cause du manque de financement. Le continent dont des pays comme le Sénégal attendent en effet toujours la concrétisation des promesses formulées lors de la COP21. Nelly Claude Bessa. Les besoins financiers de la contribution déterminée au niveau national du Sénégal au titre de l'accord de Paris de 2015 dans le cadre de la lutte contre le changement climatique sont estimés à 13 milliards de dollars. Selon le ministère de l'Environnement, l'atténuation des gaz à effet de serre s'accompagne d'actions dont le coût total est estimé à 8,7 milliards de dollars, tandis que le coût de l'adaptation aux effets des changements climatiques est estimé à 4,3 milliards de dollars d'ici 2030. Ces actions promeuvent une trajectoire de développement sobre en carbone, avec un objectif de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre de 7 à 29% à l'horizon 2030 par rapport à la situation de référence de 2010. Les contributions déterminées au niveau national constituent la clé de voûte de l'accord de Paris et le levier essentiel sur lequel la communauté internationale doit s'appuyer pour la réalisation de ses objectifs climatiques à long terme. Pour ce qui est de la lutte contre les effets du changement climatique, le Sénégal dispose de 2 piliers. Le premier, l'adaptation, consiste à trouver des moyens pour assurer la résilience des populations lorsque les catastrophes liées à des changements climatiques surviennent. L'atténuation, deuxième pilier, vise à mettre en place des projets capables de séquestrer le maximum de carbone de manière générale. Il ne faut pas oublier que c'est une tâche de longue haleine, que ce n'est pas simplement avec 13 milliards de dollars qu'on va pouvoir régler l'ensemble des problèmes. Il faut s'attendre à ce qu'on puisse pérenniser ce dispositif-là et que de manière générale, les ressources nationales aussi soient affectées à l'adaptation au changement climatique. En rappel, l'accord de Paris vise à renforcer la réponse mondiale à la menace du changement climatique en maintenant l'augmentation de la température mondiale à moins de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel et de poursuivre les efforts pour limiter cette augmentation de la température à 1,5 degré Celsius. Le Kenya, qui a commencé la floriculture au début des années 70, est devenu en à peine quelques décennies le premier producteur mondial de roses. Jusqu'à la crise actuelle du Covid, la demande était relativement forte, mais depuis la crise, la demande a complètement chuté. Lorita Simbou. Après une année 2020 affectée par la pandémie de Covid-19, la filière floricole au Kenya table sur une reprise des activités en 2021. Selon les autorités du segment horticole, avec l'approbation récente par plusieurs pays européens des vaccins développés par différentes compagnies, l'industrie floricole au Kenya espère améliorer sa production en 2021.
Le secteur floricole ou le secteur des fleurs est un secteur assez crucial de l'économie kenyane. On sait que l'essentiel des fleurs exportées vers Londres ou vers l'Angleterre sont des fleurs originaires du Kenya. Donc cela apporte pas mal d'entrées de devises et de revenus aux exploitants kenyans, mais surtout à l'économie kenyane. En raison de la première vague de confinement imposée en Europe, l'industrie floricole au Kenya a connu une baisse de 40% de ses ventes. D'après le Conseil floricole kényan, un rebond de l'activité devrait être constaté d'ici juin 2021 dans les destinations phares comme le Royaume-Uni où 70% des fleurs coupées commercialisées sont d'origine kenyane. Je pense que le fait qu'on va mettre en place l'essentiel des vaccins dans des pays comme l'Angleterre va permettre de relancer l'activité et va permettre de relancer le secteur floricole qui est un secteur assez majeur. Et on sait que si des secteurs floricoles fonctionnent assez bien et qu'il y a pas mal de revenus qui rentrent de l'activité floricole, ça peut contaminer les autres secteurs. On sait que notamment quand on a des revenus qui rentrent dans le secteur floricole et que ces gens qui travaillent dans le secteur floricole consomment dans d'autres secteurs, ça va permettre de relancer la croissance de l'économie kenyane dans différents secteurs, d'où une croissance générale qui va augmenter. Notons qu'au Kenya, la filière floricole génère 70% des recettes totales de l'horticulture. Le pays a exporté environ 174 000 tonnes de fleurs coupées en 2019, principalement vers le continent européen. Le bilan s'alourdit au Niger à 100 morts dans les attaques de 2 villages à l'ouest samedi dernier. Le Premier ministre Brigui Rafini, qui s'est rendu dimanche sur place, a déploré un bilan désastreux en parlant de 70 morts à Choma Bangou et d'une trentaine de personnes à Zarumandaraï. Il s'agit en effet de l'un des pires massacres de civils dans ce pays, régulièrement visé par des groupes terroristes. La double attaque perpétrée samedi n'a pas été revendiquée. Le championnat d'Afrique des Nations, compétition prévue du 16 janvier au 7 février 2021, mais avant place à ce mini-tournoi. 4 nations y prennent part. Poursuite de la deuxième journée ce dimanche avec au programme la rencontre Niger-Zambie. La rencontre avait lieu au stade Omnisport de Yaoundé. Le compte-rendu de Nelly Claude Bessa. C'est un beau spectacle qu'on donnait à voir les A-primes des sélections zambiennes et nigériennes au cours de cette deuxième journée du mini-tournoi Pré-Chan 2020. À l'annexe numéro 1 du stade Omnisport de Yaoundé, les deux équipes se sont neutralisées avec un total de 6 buts. La rencontre, qui s'est soldée sur le résultat final de 3 buts partout, a connu une première mi-temps dominée par les Chipolopolo de la Zambie. Après 8 minutes de jeu, Colin Sikombe inscrit le premier but en faveur de la Zambie. 4 minutes plus tard, Ibrahim Issa égalise, mais les Chipolopolo à travers Moses Firi marquent un deuxième but, mettant un terme à cette première période sur un score de 2-1 en faveur de la Zambie. D'une certaine manière, c'est une satisfaction partielle parce que nous avons marqué 3 buts et une déception car nous avons perdu notre concentration durant cette rencontre. Les matchs de ce tournoi ont pour but de nous montrer les éléments à corriger afin que nous puissions nous améliorer. On va égaliser. Donc c'était une défaite du côté du gardien. Bon, on va égaliser. Pour l'année-ci, on est là. L'année-ci, c'est pour nous. S'ils étaient un peu timides à la première mi-temps, la seconde période a plutôt été maîtrisée par les menats du Niger. Cette seconde partie du match s'est avérée plus attractive avec les doublés en moins de 20 minutes des attaquants zambiens et nigériens Colin Sikombe et Ibrahim Issa et 3-2 en faveur de la Zambie. La sélection de Haruna Doula, à travers un schéma tactique bien huilé, opéré par Moussa Issa, a su réduire la marque et terminer cette rencontre sur un score de parité de 3 buts partout. On a été par 3 fois aller chercher à revenir le score, ça veut dire qu'on a montré du caractère. C'est vrai, ce ne sont pas sur des phases de jeu réelles qu'on a réduit ce score, mais faire 3 buts sur des situations standards, sur des balles arrêtées, et il faut le faire, il faut dire bravo aux enfants. C'est notre premier match dans ce tournoi et nous avons fait une bonne performance. Nous pensons que le meilleur est à venir et nous ne sommes pas déçus car ce match avait pour objectif de mieux nous préparer à la compétition. C'est donc une occasion pour notre équipe d'apprendre de nos erreurs. Fin de la deuxième journée du mini-tournoi. Avec un total de 6 buts inscrits, la rencontre Zambie-Niger est pour l'instant la plus prolifique de la compétition en termes de buts marqués. Pour la 3e journée du Pré-Chan 2020,
La Zambie croisera l'Ouganda, tandis que le Niger affrontera le Cameroun. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.